bienvenue donc, au groupement forestier Vosges Nord. J'ai dit trois mots très rapides en diagonale dans le bus sur l'histoire de la forêt. Moi ce que j'aimerais, ce que je trouve important dans ces tournées, c'est qu'on voit des images. Donc on va un petit peu tourner sur différentes petites choses. C'est des images qui parlent, qu'il faut garder en c'était des peuplements, donc c'est une forêt, donc il y a eu un impact du traitement régulier qui a été extrêmement fort. Jusqu'à il y a une quarantaine d'années, c'était grosse coupe rase, grosse plantation, qui était en partie justifiée par les problèmes de mitraille. Hein. Je vous ai dit dans le bus qu'on a encore des gros problèmes de mitraille. J'ai encore des morceaux qui arrivent, qui reviennent au bureau avec de la ferraille. Peut-être moins sur les feuillus, sur les hêtres, sur le chêne, qui poussent un petit peu plus vite que sur quelques pins, voire quelques épicéas. Vous voyez par rapport donc de nouveau la dynamique du hêtre est ici extrêmement forte, donc si on ne faisait rien, on serait dans de la hêtraie à 80%, hein, et le pin n'arriverait à se maintenir que sur les stations les plus difficiles. Donc vous voyez bien au niveau des pins, par rapport à la taille de leur houppier, cette concurrence du hêtre, c'est largement exprimé. Ces peuplements étaient fermés, complètement fermés il y a 40 ans. Sur cette forêt, on a tous les statuts possibles de choses de protection. Ça va de la réserve naturelle volontaire, on a une réserve naturelle, on a des zones Natura 2000, on a des ZPS, des ZZP. Et donc sur une zone Natura 2000 sur Sebronne, donc anciennement Dominique, aujourd'hui Clément, qui devrait arriver. On a une zone de 800 hectares sur lequel on s'est, dans la charte, engagé à plus planter de Douglas. Hein, donc sur 800 hectares. La contrepartie, c'est qu'on a cette exonération de taxes foncières, ce qui est loin d'être ridicule. C'est une économie donc, de 10 € par hectare et par an que nous offre Natura 2000. 10 € sur 800 hectares par an, ben vous faites le calcul, c'est entre 8 et 9 000 € par an de dépenses en moins. Tout ça pour s'engager à plus planter de Douglas et pour avoir un certain nombre d'arbres bio qu'on s'engage à maintenir et à garder. Et avec, chose importante, avec une affiche claire de production de gros bois. C'est clair que pour avoir des gros bois morts, il faut avoir des gros bois vivants. Et si on n'a pas cet objectif de production de gros bois vivants, on n'aura jamais ce problème. Nous sommes convaincus, nous, du traitement du traitement en irrégulier, par rapport au refus des sacrifices d'exploitabilité, par rapport à la maîtrise des charges. On dépense ici les frais de sylviculture, c'est pas garant, c'est moins de 5 € par hectare et par an. C'est rien du tout. Ceux qui ont dégagé des plantations en surface nue, les 5 € par hectare et par an, ils sont vite avalés. Hein. Donc vous imaginez, et on cherche des zones à planter et à travailler et à faire. Si vous voyez je disais toujours que dans une forêt traitée en irrégulier, en équilibre, on peut couper du bois partout, mais on a besoin de le faire nulle part. Hein, on a un état cultural qui est satisfaisant, on a des tiges, alors toutes, bien sûr il y en a beaucoup trop, donc toutes n'arriveront pas à terme, mais si on doit chercher des porteurs de production en valeur, on les trouve. Tous les 10 mètres, il y en a une, donc on a tout ce qu'il faut. C'est pas interdit en administration, Dans l'objectif général de la forêt, on est quand même obligé de fixer des objectifs. On veut une forêt mélangée, parce qu'on pense que c'est un plus. Les exposés de hier vont essayer de démontrer, vous l'ont démontré. Si on laissait aujourd'hui ici la forêt en libre évolution, le hêtre, c'est clair que le hêtre occuperait 80% du volume.
Hein. Les pins que vous voyez ici sont totalement artificiels. Ils ont été plantés au moment où il y avait besoin des bois de mine, où le bois énergie avait complètement perdu de son importance. Et donc ils ont planté de pins à grand renfort de travaux, de plantation. À l'époque, on décapait, on faisait des banquettes. Dominique, tout jeune apprenti, a encore fait des banquettes ici à la pioche, pas ici mais dans les forêts à la pioche, où on décapait et on semait, on plantait des 10 000 semis à l'hectare. Voilà, donc c'était comme ça que ça se passait à l'époque. Sur le moyen terme, ici, moi j'aimerais bien, puisqu'il faut se fixer des buts, de garder le hêtre, que le hêtre fait partie ici de garder le hêtre à hauteur de, je sais pas, de 20 à 30%, de garder le chêne à hauteur de 10 à 20%, de garder le pin à hauteur de 20 à 25%, de garder l'épicéa à hauteur de 15-20% et d'avoir 10% de Douglas. Ça c'est l'objectif général qu'on a. Moi ça me va bien. Voilà. Maintenant, est-ce que le hêtre va disparaître? Est-ce que le pin va disparaître? Est-ce que c'est stupide de garder ces pins? Est-ce que j'en sais rien. Il faut que l'image ici me plaît bien. Il y a eu quelques reboisements de Douglas qui ont été faits ici ou là dans la forêt, qui sont faits de temps en temps. Ce peuplement a une cinquantaine d'années, donc vous voyez ce qu'on est capable de faire en une cinquantaine d'années. L'accroissement moyen de la forêt ici, on est aux alentours de entre 7 et 8. Sur la dernière période ici, l'accroissement courant des Douglas était de 17-18. Et sur la période d'avant, on était à 24 à peu près mètres cubes par hectare et par an. Je vais vous dire la dynamique, ils ont le même âge que les épicéas qui sont en dessous, quoi. Vous voyez d'où l'intérêt du Douglas, c'est du joli bois qui sont demandés aujourd'hui par les marchés. Donc non seulement il vaut cher, si on se fixe les ordres de grandeur, un Douglas comme ça aujourd'hui ça part à 90 €, 85 €, 90 € au bord de route. Il a 45 ans. Les jolis hêtres que nous avons vus là-bas, on vend la moitié du volume, puisque le bois d'œuvre représente la moitié du volume de l'arbre. Et on vend des arbres de 120-130 ans, on les vend à 70 €. Hein, donc il n'y a pas photo. On est encore dans le Bas-Rhin, mais la limite avec la Moselle, mais maintenant c'est Grand Est, c'est à quelques mètres. Donc voilà, donc on est vraiment à la limite de l'ancienne frontière de région. Hein, donc juste un petit peu d'histoire sur cette. Donc on est sur ces milieux un petit peu caractéristiques d'Alsace du Nord, donc qui sont ces zones humides forestières. On est sur de la tourbe, donc il y a eu des mesures ici, on a 4 mètres de tourbe, donc c'est assez extraordinaire comme richesse de milieu. J'ai eu des prédécesseurs dans les années 70 qui se sont dit qu'il fallait faire quelque chose, donc dans les années 75, 76, c'était des gros moyens, donc on mettait les timberjacks, on labourait, on retournait, on mettait le feu par inadvertance. Donc il y a eu un gros incendie ici en 76. Voilà. Et puis derrière on est venu planter, et donc ils sont venus planter, ils avaient quand même bon, voilà le plan, on est rentré ici, donc on est ici quelque part.
et ils n'ont pas voulu tout planter en épicéa, ils ont alterné des bandes d'aunes, c'est ce que vous avez là, et de l'épicéa, planté très dense, donc 1977-78, la constitution de ces peuplements. Donc c'est complètement inaccessible au tracteur. Hein, ici, vous ne venez pas avec un tracteur. Un tracteur, ici, il plonge tout de suite. Par contre, le cerf, lui, il accède. Hein, donc pratiquement les résineux, les épicéas étaient tous écorcés par le cerf. Donc il y avait que des bois qui commençaient à se casser la figure. Alors qu'est-ce qu'on avait comme alternative? Ben, on n'en avait pas beaucoup. Les éclaircies, c'était des peuplements totalement instables. Donc dès qu'on venait en bordure, qu'on arrivait à couper quelques bois, ben, les autres se cassaient la figure. Et puis c'est là où les petits copains du parc ont dû me dire, Évrard, tu sais, c'est quand même des jolis endroits, il y a de la tourbe, ces épicéas, il faut les enlever et puis repartir sur quelque chose d'autre. Je dis oui, mais je ne sais pas exploiter. Donc avec Nicolas Bernard, qui était un propriétaire ETF chez qui l'excursion numéro 1 ce matin va, il avait un câble-mât. Hein, et donc on s'est mis d'accord avec le parc, avec le CRPF, avec le propriétaire pour exploiter de façon un peu brutale au câble-mât cette zone, donc coupe à blanc. Hein, donc il y a eu 2 lignes de câbles. On a sorti pas loin de 3000-3500 mètres cubes de bois, hein, donc 2 lignes de câbles en angle droit. Pour lui, c'était un chantier idéal. Donc tout ça, c'était tout nu. Donc les épicéas, à part le fait qu'ils étaient écorcés à la patte, bah, c'était des jolis épicéas. J'ai encore souvenir parce que bien sûr il y a un petit peu de monde qui est venu voir. J'ai encore souvenir de Jean Méger, président de Thibault Alsace, qui disait mais c'est vraiment le top du top. Bien sûr que tu vas reposer en épicéa. Grosso modo, l'épicéa a produit 10 mètres cubes par hectare et par an. Hein. On a donc vendu 10 mètres cubes par hectare et par an d'épicéa, avec des produits avec 80% de fermette. C'était alors pas 80% de fermette puisque il y avait une bonne partie qui est partie en trituration du fait des écorçages de serre, mais s'il n'y avait pas eu les écorçages de serre, ça aurait été 80% de fermette au prix max. On a donc exploité ça, on a tout laissé en place. Le parc nous a dit bien sûr le drainage on va les boucher, donc ils sont venus insidieusement mettre quelques branches dans les drainages pour que tout ça remonte. Ils sont venus me dire aussi on va mettre on te paye une clôture, donc le petit latibois que vous avez vu autour, on l'a mis en 2000, donc la coupe à blanc c'est 2011. 2013 on a mis le petit latibois autour et donc voilà, donc ici on est 5 ans après la coupe rase. Il n'y a rien de planté, il n'y a pour l'instant rien de dégagé. Les seuls travaux qu'on a fait, c'est les quelques travaux d'élagage pour qu'on puisse se voir aujourd'hui plus facilement et sans danger. Voilà. Vous avez tout mis dans la journée, le beau temps, la bonne ambiance, il y a tout qui va. Merci d'être là, bienvenue dans la forêt de la paroisse protestante de Heurt. Pour moi c'est une première, hein. Ça fait 3 ans que je suis forestier à l'Office national des forêts. Et j'ai repris en charge la gestion de la forêt de la paroisse au 1er janvier de cette année. Donc c'est un peu nouveau pour moi. Donc nous sommes dans la parcelle 5. Parcelle 5, vous allez voir, on va faire 2-3 arrêts pour que vous ayez une image assez claire de la gestion et voilà, on va répondre aux questions au fur et à mesure du circuit. Peuplement composé à 70% de hêtres, 30% de chênes en étage dominant. On va voir que même avec une proportion très faible de chênes, on arrive à obtenir de la régénération sous couvert, si on peut appeler ça comme ça. Donc c'est une forêt qui faisait partie de l'UT de Lembar et suite à un remaniement il y a 2 ans, enfin non, l'année dernière,
C'est Guillaume qui a récupéré la forêt. La parcelle a été ouverte par une tempête en 90, donc essentiellement la partie nord. La chance a voulu qu'il y ait une glandée en 88 ou 89, il me semble que c'était 89. Voilà. Et donc suite à une tournée qui avait été faite en 90, suite à la tempête de 90 en Bavière, les gestionnaires à l'époque ont décidé de partir sur, d'essayer de sauver la régénération qui était présente sur la parcelle. Ça c'est le premier, ça c'était le peuplement initial que vous voyez avec 2 tiers de hêtre, 1 tiers de chêne. Et donc le graphique que je vous ai montré avant, ça c'est donc l'état en 2015. Donc un G de 12 et sur l'inventaire de 98 du coup il y avait un G de 18. Voilà. Il y a quand même encore pas mal d'arbres bio, enfin on va dire à haute valeur écologique qu'on garde sur le peuplement. Voilà, on a pas mal de hêtres pour l'instant et on va voir pour les chênes si on en trouve quelques-uns aussi qui sont quand même plus pérennes. Donc avec une faible proportion de chênes en étage dominant, à peu près 30%, comme l'a dit Laurent avant, on a réussi à avoir une régénération de chênes par parquet, par bouquet, sur on va dire 2 tiers de la parcelle. Les sols étaient propres à ce moment-là? Oui. Plus ou moins, je pense qu'ils ont sorti le maximum de bois pour le chauffage ou pour le bois d'heure. Et dans la foulée... Il n'y a pas de végétation. Oui. Non, on n'a pas de ronces ici, on n'a pas de ronces comme on peut trouver dans d'autres coins. Donc le hêtre fait relativement beau ménage et le sol est relativement réceptif. Mais c'est sûr qu'il y a la difficulté ici, c'est vraiment la dynamique du hêtre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut favoriser un peu le chêne quand même dans les premières années. Mais c'est les 54 heures en 30 ans, c'est les 54 donc heures, l'heure et demie, l'heure et demie de travail. C'est ça. Mais alors cette Pardon famille, elle a été concentrée au stade semi ou comment? Non, je me semble qu'il y avait, alors je n'étais pas là à l'époque, mais que c'était quand même des passages réguliers, annuels ou bisannuels en fonction de ce qu'il fallait, des endroits où il fallait traiter. Je pense. Ça a commencé dès la glandée, quoi. Vous avez vu. De 90, d'après les Parce que du coup, il y a certains petits chênes qui sont encore au-dessus des hêtres. Ça veut dire qu'à un moment donné, on leur a fait le ménage autour, en fait. On leur a fait un peu de place, soit par annulation, soit par coup. Voilà. Alors comme dirait Marc-Étienne Vilaine, donc qui n'est pas là aujourd'hui, c'est le prototype, c'est vers ça qu'on voudrait arriver. Et ce à quoi on peut arriver. L'idée, c'est le coup d'essai, et l'idée c'est d'en faire, comme il dit, un process industriel, Enfin, pas péjorativement, mais voilà, c'est ce type de tige qu'on aimerait arriver à sortir dans ces peuplements-là. Il a des nœuds. Donc c'est un petit peu le terme de nos 2 journées de colloque. Moi j'aimerais vous remercier. J'aimerais d'abord remercier Laurent et Guillaume pour cette tournée. On peut aussi remercier Gilbert Rucker pour le travail qu'il a fait ici ces dernières années. ProSilva, donc je redis que notre vocation c'est d'échanger, c'est de former, c'est de progresser ensemble sur la dynamique, sur cette compréhension de la dynamique des peuplements et de la sylviculture dans un cadre multifonctionnel. Voilà, ProSilva vit un petit peu des cotisations de ses membres, vit aussi surtout de toute l'énergie que chacun peut y mettre. Et chaque énergie d'entre vous ici est la bienvenue. Donc bonne rentrée par chez vous et à très très bientôt. Merci. Donc on longe le chemin là et on va.